Salut à tous et à toutes, voici votre rendez-vous avec l'information fiable et vérifiée. Bienvenue dans le Grand Journal, avec Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude on air avec du style. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu mercredi à Beijing avec son homologue iranien, Saïd Abbas Araghchi, dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale, les enjeux de sécurité régionale, ainsi que les perspectives liées au programme nucléaire iranien. Pékin a réaffirmé son soutien à une résolution pacifique des différends, insistant sur l'importance du dialogue et de la diplomatie. Reportage signé FGTN News dans ce grand journal. Au cours de la rencontre, M. Araghchi a informé M. Wang des derniers progrès réalisés dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que des prochaines mesures envisagées par Téhéran. M. Araghchi a déclaré que les faits avaient prouvé que les crises politiques ne pouvaient être résolues par des moyens militaires. Il a ajouté que l'Iran défendrait résolument sa souveraineté nationale et sa dignité, tout en cherchant à établir un consensus par le biais de négociations pacifiques afin de parvenir à une solution globale et permanente. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté qu'à l'heure actuelle, la question de l'ouverture du détroit d'Ormuz devait être résolue dès que possible. Il a également indiqué que l'Iran appréciait grandement les efforts de la Chine pour maintenir et promouvoir la paix et la stabilité régionale. Wang Yi a réitéré la position de la Chine sur la situation en Iran, soulignant que depuis le début des hostilités, Beijing s'était activement employé à promouvoir la paix et à faciliter les pourparlers. M. Wang a déclaré que la situation actuelle avait atteint un tournant critique. Il a ajouté que la Chine estimait qu'il était urgent de parvenir à un cessez-le-feu global, qu'il n'était pas souhaitable de reprendre les hostilités et qu'il était particulièrement important de poursuivre les négociations. La Chine soutient l'Iran dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa sécurité nationale et apprécie la volonté de l'Iran de rechercher une solution politique par la voie diplomatique. Concernant la question du détroit d'Ormuz, M. Wang a déclaré que la communauté internationale partageait une préoccupation commune quant au rétablissement d'un passage normal et sûr dans le détroit. Il a ajouté que la Chine espérait que les parties concernées répondraient rapidement aux appels pressants de la communauté internationale. Nous irons au Moyen-Orient dans ce grand journal, alors que le détroit d'Ormuz reste paralysé par la guerre au Moyen-Orient. Le porte-avions français Charles de Gaulle, accompagné de frégates, se rapproche du golfe d'Aden dans une mission purement défensive destinée à sécuriser la navigation et à réduire les délais d'ouverture d'une éventuelle opération internationale de rétablissement du trafic pétrolier. Le récit est de Marion Meyer de France 24 dans ce grand journal. Le fleuron de la marine française franchit le canal de Suez en direction du golfe d'Aden. Le Charles de Gaulle se positionne en cas de déclenchement d'une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. Le mouvement du groupe aéronaval est distinct des opérations militaires initiées dans la région. Il permet d'évaluer l'environnement opérationnel régional par anticipation du déclenchement de l'initiative. Alors qu'il était déployé en Suède, puis en Méditerranée orientale, le porte-avions se dirige désormais vers les côtes yéménites. Il doit être positionné au sud de la mer Rouge, prêt à intervenir dans le détroit d'Ormuz. Un signal fort envoyé par Paris dans le cadre d'une mission multinationale. Plus de 40 pays participent à une planification militaire à Londres, une initiative de la France et de la Grande-Bretagne prise en avril dernier. Le Royaume-Uni dirigera avec la France une mission multinationale visant à protéger la liberté de navigation dès que les conditions le permettront. Il s'agira d'une mission strictement pacifique et défensive, destinée à sécuriser le transport maritime commercial et à soutenir le déminage. Le porte-avions Charles de Gaulle embarque une vingtaine de Rafales. Il est escorté de plusieurs frégates. Début mars, alors que le conflit débutait, il avait été déployé en Méditerranée orientale comme outil de pression. Avec ce nouveau positionnement, l'Élysée entend faciliter une sortie de crise. Nous pouvons offrir à l'Iran de passer à nouveau à travers le détroit d'Ormuz. À une condition, c'est que l'Iran accepte de s'engager dans la négociation sur le fond à laquelle les Américains l'invitent. Le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.
Selon une source pakistanaise, les États-Unis et l'Iran se rapprocheraient d'un accord. En attendant, la France propose de séparer la question d'Ormuz du reste du conflit. La guerre contre l'Iran coûte de plus en plus cher aux États-Unis. Selon le Pentagone, les opérations militaires auraient déjà coûté environ 25 milliards de dollars américains. En seulement quelques semaines, frappes aériennes, missiles, porte-avions, déploiements militaires massifs, la facture grimpe rapidement alors que les tensions persistent au Moyen-Orient. Raymond Fillon de TVA Nouvelles fait le point dans ce grand journal. Annalisa Capellini, hier, le ministre des Affaires étrangères iranien était en visite en Chine. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Washington n'a pas envie de reprendre les combats militaires. Cette guerre avec l'Iran coûte très cher aux États-Unis. 13 militaires américains, on le sait, ont perdu la vie. Au moins 380 autres militaires ont été blessés. Selon ce qu'a affirmé le Pentagone la semaine dernière, le conflit a jusqu'à présent coûté 25 milliards de dollars au Trésor des États-Unis, bien que selon certains reportages, la facture réelle pourrait être jusqu'à 2 fois plus élevée, autour de 50 milliards peut-être. Et c'est sans compter les coûts économiques, dont la hausse spectaculaire du prix de l'essence. Mais en plus de tout ça, la guerre a fait fondre une grande partie de la réserve d'armes des forces américaines. Des armes qui, dans bien des cas, sont assez dispendieuses, merci. Voici quelques données ce soir qui ont été compilées par nos collègues du New York Times. Le Pentagone a utilisé, par exemple, plus de 1200 missiles intercepteurs Patriot depuis le 28 février. C'est 2 fois ce qui a été produit dans toute la dernière année. Et chacun de ces missiles coûte environ 4 millions de dollars. Plus de 1000 missiles Tomahawk ont été lancés. Ils coûtent environ 3,6 millions l'exemplaire. Environ 1100 missiles cruise furtifs à longue portée ont été utilisés, dont chacun coûte au moins 1,5 million. Et environ 1100 missiles Jasmer à 1,1 million de dollars l'unité. Seulement lors des 2 premiers jours de la guerre, les 28 février et 1er mars, c'est 5,6 milliards de dollars US en armement qui a été utilisé. Pas pour rien que Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense des États-Unis, réclame un budget de 1 500 milliards de dollars au Congrès pour les forces armées. Non seulement ça coûte très cher, mais les forces américaines, il faut le dire, n'ont pas des stocks infinis de ces armes-là. Souvenez-vous, au mois d'octobre dernier, par exemple, bien avant que M. Trump ne commence à parler d'une autre intervention en Iran, il avait refusé de fournir des missiles Tomahawk au président de l'Ukraine en disant que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d'appauvrir leurs réserves. Selon le Times, la guerre en Iran a grandement affecté les réserves américaines de munitions et forcé aussi le Pentagone à transférer des bombes et des missiles de l'Europe et de l'Asie vers le Moyen-Orient. Il y a des navires de guerre américains stationnés en Asie qui ont aussi été envoyés prêter main forte à la campagne contre l'Iran, ce qui fait en sorte que les bases américaines dans ces régions-là sont moins bien pourvues qu'avant, ce qui pourrait affecter la réponse des États-Unis advenant une menace en provenance de la Russie ou de la Chine, par exemple. Le Pentagone doit aussi trouver une façon d'accélérer la production d'armes parce qu'au rythme où elles sont présentement fabriquées, on estime que ça risque de prendre des années pour reconstituer ce qui a été utilisé en Iran ces dernières semaines. Mais ce que ce conflit démontre aussi, c'est la surdépendance du Pentagone pour des armes et des munitions très dispendieuses, alors que d'autres pays, notamment l'Ukraine, ont développé une expertise en matière de drones, des appareils moins dispendieux, beaucoup plus rapides aussi à produire. Entre-temps, c'est une autre raison pour laquelle Donald Trump ne semble pas du tout intéressé à reprendre les hostilités avec l'Iran. On peut aussi se demander si le président américain ne va pas y penser à 2 fois avant de se lancer dans une autre opération militaire rapide, une fois la guerre avec l'Iran terminée. Zoom sur la guerre au Moyen-Orient. L'Iran détient-il les cartes de négociation? Est-ce que Donald Trump est-il en position de faiblesse? Les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Annalisa Capellini, hier, le ministre des Affaires étrangères iranien était en visite en Chine, quelques jours avant la visite de Donald Trump qui est prévue pour vendredi prochain. Est-ce que Pékin joue un rôle de médiateur dans le conflit? Oui, et pourtant c'est une posture assez extraordinaire pour la Chine qu'on a l'habitude de voir un peu plus discrète dans tous les conflits qui ne la concernent pas directement. C'est bien ce qui est en train de se passer. D'un côté, les Chinois profitent de leur proximité avec les Iraniens, puisque ce sont des alliés de longue date, et puisque les Iraniens, en ce moment, ont besoin du soutien chinois. N'oublions pas que c'est la Chine qui a aidé les
l'économie iranienne pendant les 2 premiers mois du conflit en achetant le pétrole iranien. Et en même temps, de l'autre côté, la Chine profite de l'envie de Donald Trump de négocier sur le commerce. Donald Trump qui est en position de faiblesse et qui a besoin de présenter des résultats aux Américains, notamment sur le déficit commercial avec la Chine. Et en fait, les belligérants se tournent vers la Chine maintenant, après plusieurs semaines de blocage de facto, quoi qu'en dise Donald Trump. Mais la réalité, c'est que les Chinois essayent de se positionner comme médiateurs depuis des semaines. Rappelez-vous, c'est bien Pékin qui a proposé un plan en 4 points, un plan de paix en 4 points, déjà le mois dernier. C'est pas facile de savoir si la Chine a intérêt à ce conflit, c'est-à-dire que les États-Unis sont dans un conflit, ils sont un peu embourbés, ou si elle a intérêt à la paix. Vous avez raison, il y a les deux côtés. Effectivement, ils ont intérêt à ce que les États-Unis continuent dans ce conflit qui les met un peu en difficulté, et en même temps, ils ont intérêt à ce que le conflit se termine quand même. Il y a 2 dimensions. Il y a une dimension énergétique d'abord. Oui, on l'a beaucoup dit, la Chine a des réserves de pétrole absolument immenses, donc elle a moins souffert par rapport à d'autres pays asiatiques, et en même temps, les stocks commencent à s'épuiser, c'est naturel, c'est juste l'effet du temps. Et puis, il y a une dimension sécuritaire commerciale. La Chine se base beaucoup sur le commerce pour sa politique étrangère et donc, en général, Pékin a toujours intérêt à avoir une situation commerciale plutôt apaisée au niveau international. Donc la Chine pousserait plutôt les Iraniens à accepter un accord de paix? Oui, et d'ailleurs, ça présente aussi un avantage géopolitique parce que se présenter comme une puissance stable, c'est tout ce que Xi Jinping veut en ce moment, une puissance stable qui arrive à résoudre même les conflits les plus compliqués. Et puis, ça peut avoir son intérêt dans cette région-là du monde puisque les États du Golfe se demandent de plus en plus quel est leur intérêt dans leur allégeance vis-à-vis de Washington. En tout cas, cette situation-là dans le détroit d'Ormuz met la Chine face à ses pires cauchemars parce qu'elle révèle toute sa fragilité. Oui, la Chine est très dépendante du pétrole qui transite par Ormuz, mais elle est aussi très dépendante d'un autre détroit, c'est le détroit de Malacca. C'est cette voie qui est absolument vitale pour la Chine parce que 3/4 de ses importations de pétrole passent par là. Malacca se trouve entre la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour. Et ce qu'on a appris à Ormuz, c'est que les États qui contrôlent un point maritime aussi stratégique ont un pouvoir de coercition extraordinaire sur tous les autres. Et le scénario noir pour la Chine, ça serait d'avoir en même temps des tensions à Malacca et à Ormuz. Donc la Chine a tout intérêt à apaiser la situation, sauf qu'on ne peut pas s'attendre à ce que Xi Jinping négocie comme Donald Trump en essayant de tordre le bras en public à ses partenaires, à ses adversaires, à tout le monde. Tout en faisant des tweets. Exactement, là c'est un autre style, c'est un autre homme, c'est un autre pays, donc ça sera sans doute beaucoup plus discret, beaucoup plus policé, mais peut-être. Parlons des derniers développements du conflit Russie-Ukraine. La célébration du 9 mai. Y a-t-il des menaces qui planent sur cette célébration? Analyste politique, éditorialiste, Tossa analyste, Tossa. Mustapha Tossa a été sur Medi TV. Écoutons les détails dans ce grand journal. Bonjour Mustapha Tossa, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans la matinale de Medi 1 TV. Vous êtes analyste et éditorialiste politique et avec vous on va parler de cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Nous sommes à l'avant-veille des célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Un défilé est prévu à Moscou. Et on va parler justement de ce défilé particulièrement. Avant de revenir sur ce qui se passe sur le terrain même, dans le conflit qui oppose donc la Russie à l'Ukraine, Moscou a décrété une trêve unilatérale pour justement profiter, disons, sereinement de ces célébrations. À Moscou, il y a un défilé qui est prévu, mais c'est intéressant parce que habituellement, le défilé du 9 mai à Moscou, c'est une démonstration de force avec un nombre pléthorique de soldats, de militaires, avec du matériel militaire qui est exhibé, du matériel technologique. On voit ces bombes qui sont gigantesques et comme ça, qui passent sur la place rouge en général, mais cette année pas du tout. Alors si le premier type de défilé que je viens de décrire, c'est un peu un signal au monde entier pour montrer la puissance russe, et bien cette année, c'est le signal inverse qui va être envoyé parce que très très peu de soldats, nous dit-on, quasiment pas de matériel, on ne verra pas de chars, on ne verra pas toute la technologie russe sur la place rouge. Que se passe-t-il selon vous? La Russie est en peine et le montre? Bonsoir Rachid. En fait, le 9 mai est traditionnellement un jour où la Russie exhibe ses forces pour le monde. Son matériel militaire, sa puissance militaire
et c'était une occasion traditionnelle où le monde entier constate qu'il a affaire à une puissance militaire incontournable. Ce 9 mai, apparemment, le service va être minimum pour la simple raison que les services russes auraient reçu des informations selon lesquelles les Ukrainiens vont profiter ou allaient profiter ces manifestations du 9 mai, manifestations militaires, pour monter des opérations terroristes qui vont frapper ou qui allaient frapper Moscou au cœur. Et donc, cela aurait forcément gâché la fête, cela aurait donné une image extrêmement négative de la Russie dans le monde. Et la décision stratégique de Vladimir Poutine était de procéder à 9 mai avec une exposition militaire minimaliste. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a eu cet avertissement lancé depuis Moscou à toutes les chancelleries occidentales ou les chancelleries tout court qui demeurent ou qui résident à Kiev, en leur disant il vaut mieux demander au personnel diplomatique de quitter Kiev, parce que si Moscou est attaqué par les Ukrainiens pendant le 9 mai, il y aura forcément une riposte sévère sur Kiev et cela risque de vous toucher. Donc on est vraiment dans un bras de fer militaire entre Zelensky et Vladimir Poutine autour de ce fameux 9 mai. Oui, alors on le disait, la Russie a décrété un cessez-le-feu unilatéral les 8 et 9 mai. D'ailleurs, ça commence demain et ça va continuer le 9 mai pour dire à Kiev, bon, on arrête les combats parce que nous, on a des célébrations. Voilà. Et il faut savoir, et il faut peut-être même rappeler à nos téléspectateurs, eh bien que l'Ukraine a également décrété un cessez-le-feu unilatéral. C'était hier et aujourd'hui. Sauf que ce cessez-le-feu n'a pas du tout été respecté. Il y a même eu un nombre important de morts. L'Ukraine qui a été nettement bombardée par la Russie. Bon, finalement, c'est quoi ? C'est un bras de fer sur le dos de trêves qui n'ont pas lieu, de bombardement entre les uns et les autres. Et c'est pour montrer au monde entier qu'il n'y a pas d'accord possible à l'heure où l'on parle. En fait, les cessez-le-feu de manière unilatérale n'ont jamais été acceptés. Rappelez-vous, ces derniers temps, Vladimir Poutine avait décrété à l'occasion de la Pâque orthodoxe un cessez-le-feu. Et puis, pendant les 2-3 jours des festivités de cette Pâque orthodoxe, il y a eu la guerre qui a continué. Les Russes ont continué à bombarder l'Ukraine et l'Ukraine Direction l'Afrique du Sud, la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest connaît une nouvelle escalade au cœur de l'alliance des États du... non, c'est pas plutôt, c'est plutôt en Afrique du Sud, on s'excuse. Voilà, en Afrique du Sud, question de xénophobie en Afrique du Sud, tension politique, et le Ghana, depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud est régulièrement pointée du doigt pour des incidents impliquant des migrants notamment originaires d'autres pays africains, des attaques sporadiques contre des commerces tenus par des étrangers, ainsi que des tensions dans certains quartiers défavorisés, ont ravivé les inquiétudes au sein de la communauté internationale. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Face aux accusations de xénophobie, l'Afrique du Sud réplique. Selon le gouvernement, les nations africaines doivent s'attaquer à l'instabilité à l'origine de la migration illégale. Des propos qui interviennent après que des pays tels que le Nigeria et le Ghana ont fait part de leurs inquiétudes à la suite d'une série de manifestations anti-immigrés ces dernières semaines. La question de l'immigration est un sujet sensible, non seulement ici en Afrique du Sud, mais partout dans le monde où des manifestations sont organisées à ce sujet. Ce qui importe à nos yeux, c'est évidemment de respecter les droits de toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de nos frontières et lorsque nous manifestons, de le faire pacifiquement sans causer de préjudice à quiconque. Les condamnations qui nous sont parvenues de différents horizons du continent ne devraient pas se limiter à de simples condamnations, mais s'accompagner d'une volonté de s'engager de manière constructive sur ces questions et sur les facteurs qui poussent les gens à quitter leur pays d'origine et à chercher refuge ailleurs.
Lors de nouvelles manifestations mercredi, des centaines de personnes ont défilé dans la ville de Durban, à l'est du pays, et dans d'autres villes pour exiger que le gouvernement prenne des mesures contre les migrants sans papier qui détiennent des commerces tels que des petites boutiques. Toute description de ces manifestations visant à présenter les Sud-Africains comme xénophobes relève en réalité d'une analyse simpliste des véritables enjeux en présence. Les manifestations des mois précédents visaient également à empêcher les étrangers sans papier d'accéder aux cliniques et aux hôpitaux sud-africains. Face à cette situation, le Nigeria a affrété des vols de rapatriement d'urgence pour ses citoyens, tandis que le Ghana a convoqué l'ambassadeur sud-africain fin avril à la suite de plusieurs incidents xénophobes. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé ce jeudi au Vatican pour rencontrer Léon XIV dans l'optique d'apaiser les tensions bilatérales provoquées par les violentes critiques du président Donald Trump contre le pape américain. La correspondante de France 24, Natalia Mendoza, pour les détails depuis Rome pour France 24 dans ce grand journal. Cette opération absolution pour Marco Rubio au Vatican, le secrétaire d'État américain rencontre le pape Léon XIV aujourd'hui à Rome. Il est en mission pour tenter d'apaiser les tensions entre le Saint-Siège et Washington après les attaques virulentes de Donald Trump à l'encontre de Léon XIV. Le président américain reprochant au pape, lui-même américain, ses critiques sur la gestion de la guerre en Iran. Natalia Mendoza, vous êtes à Rome pour France 24. Bonjour Natalia, la mission de Marco Rubio s'annonce compliquée. Oui, effectivement, une mission délicate pour Marco Rubio, celle de recoller les morceaux après des attaques d'une violence, d'une brutalité rare à l'encontre du pape de la part du président américain, car en plus ces attaques n'ont pas cessé ces derniers jours. Au contraire, Donald Trump continue d'enfoncer le clou. Il y a 2 jours, il a accusé le pape de mettre en danger de nombreuses personnes, de nombreux catholiques en s'opposant à l'opération militaire américaine en Iran. Ceci après l'avoir qualifié il y a 3 semaines de faible sur la criminalité et de nul en politique étrangère. Sur Truth Social, il s'est par ailleurs livré à une diatribe contre le pontife en disant qu'il trouve acceptable que l'Iran possède l'arme nucléaire. Faux réplique en substance le chef de l'Église catholique, Léon XIV, qui a rappelé que l'Église a toujours été contre les armes nucléaires, que son rôle en tant que pape est d'invoquer la paix et de prêcher l'évangile et qu'il n'a pas peur de l'administration Trump. On voit donc que l'ambiance est électrique et que restaurer un dialogue apaisé entre les États-Unis et le Saint-Siège ne sera pas facile pour Marco Rubio, alors que Donald Trump, le président des États-Unis, continue d'alimenter la confrontation. Une visite qui a une dimension politique scrutée en Italie, mais aussi en Europe, Natalia ? Oui, effectivement, au-delà du Vatican, Washington cherche à réparer sa relation avec Rome après des attaques, encore une fois, de la part du président Donald Trump vis-à-vis de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien que Marco Rubio rencontrera demain. Il verra aussi les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Il y a 3 semaines, Meloni avait jugé inacceptable les attaques de Donald Trump vis-à-vis du pape et ces déclarations avaient suscité la colère de Donald Trump pendant ce tête-à-tête avec Giorgia Meloni. Elle pourra vraisemblablement lui rappeler l'importance de la figure du pape dans le monde, mais en particulier ici en Italie. D'autres sujets seront certainement sur la table, évidemment la situation dans le détroit d'Ormuz et les implications importantes sur l'économie italienne et puis très probablement au menu
des discussions, il y aura le dossier épineux des bases de l'OTAN sur le territoire européen. Donald Trump a récemment menacé de retirer les troupes américaines de l'Italie et de l'Europe. Plus de 12 000 militaires américains sont actuellement stationnés sur le territoire italien et près de 36 000 en Allemagne. Leur retrait bouleverserait profondément l'architecture de défense de l'Union européenne. Natalia Mendoza aux abords sur la place Saint-Pierre. Merci beaucoup Natalia. Nous irons au Japon. Le Japon a indiqué avoir tiré un missile anti-navire lors de l'exercice Balikatan organisé conjointement par les États-Unis et les Philippines. Il s'agit du premier tir d'un missile offensif à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine estime que cette initiative reflète la vision erronée de l'histoire qu'a le Japon et sa militarisation croissante. Elle met en garde contre le fait que cela menace la paix régionale. Écoutons le ministre des Affaires étrangères chinois au micro de la presse. L'ancien agresseur n'a pas seulement omis de mener une réflexion approfondie sur ces crimes historiques, mais il utilise également la prétendue coopération en matière de sécurité comme prétexte pour déployer des forces militaires à l'étranger et tirer des missiles offensifs. Cette évolution montre une fois de plus que les forces japonaises de droite accélèrent le processus de remilitarisation du pays, dépassant sans cesse les limites de sa politique exclusivement axée sur la défense, ainsi que les lois internationales et nationales applicables. Certaines de ces politiques et actions ont déjà largement dépassé le cadre de la légitime défense. Vous êtes à l'heure du Grand Journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas, Swag Radio On Air avec du style Alexa Open, Swag Radio pour écouter Swag Radio. L'énergie, le flow, l'attitude pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info à la vitesse de la lumière, P-News, votre référence en matière d'info. Allez, Borders Café Créole, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett, chiffrez le 617 294 14 25. Borders Café Créole, la cuisine haïtienne est sans limite. En Haïti, sage-femme en Haïti, c'est un déficit alarmant qui met en péril la santé maternelle. La pénurie de sages-femmes atteint un niveau critique selon les estimations des autorités sanitaires et de plusieurs organisations internationales. Le pays ne compterait qu'environ 250 sages-femmes professionnelles pour l'ensemble de sa population, alors que près de 2000 seraient nécessaires pour répondre aux besoins essentiels en matière de santé maternelle et néonatale. Le reportage est signé Radio-Télémétropole dans ce grand journal. L'ancien agresseur n'a pas seulement omis de mener une réflexion approfondie sur ces crimes historiques. La sagesse peut être considérée comme une qualité chez une femme, au point de dire c'est une femme sage. Mais quand on dit sage-femme, c'est une expression qui peut avoir différentes connotations, plus précisément dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'une sage-femme? Le mot sage-femme, c'est un mot épicène. Okay? On est capable d'utiliser ni pour garçon ni pour fille. Donc c'est un mot composé. Donc, ouais, c'est sagesse plus femme. Donc, c'est un monde qui a une connaissance sur santé femme. Donc, c'est ça que fait le mot ça lui-même, il a tout sens. La directrice exécutive de l'Association des sages-femmes se veut être claire et précise en ce qui concerne la mission de cette catégorie de professionnels de santé. C'est une catégorie de professionnels qui gagnent assez de compétences pour être capable de détecter, diagnostiquer, détecter, prendre en charge et traiter des séries de complications qui ont rapport avec santé maternelle, néonatale, santé sexuelle et reproductive. Professionnels sages-femmes dans les mêmes lycées en catégorie de professionnels qui sont capables de gérer santé femme. Ok, en général, et surtout période grossesse là, nous dit avant grossesse, pendant grossesse et même après grossesse ou bien après accouchement. Au total, environ 250 sages-femmes ont été recensées sur tout le territoire national, selon un rapport publié en octobre 2025 par la dite association.
alors qu'il faudrait près de 2000 sages-femmes pour répondre aux besoins maternels de santé. Même Confédération internationale des sages-femmes qui lance pétition mondiale 1 million de sages-femmes de plus là, il parlait de sages-femmes, il parlait de séries de professionnels qui formaient de qualité et que programme de formation ils répondent avec normes standards là. Donc c'est pas juste dire nous besoin de sages-femmes pour sages-femmes, mais c'est des séries de professionnels qui vraiment bien équipés pour capable réduire quantité et mortalité maternelle. Parce que pour sages-femmes est capable réduire tout ça nous dit là, pour capable tout avantage que nous dit là, faut que sages-femmes qui bien équipées et bien formées et bien sûr qui gagnent tout ça qui est nécessaire à disposition le tout pour le service communautaire. Une sage-femme n'est pas une infirmière, précise la directrice. C'est une autre catégorie de professionnels avec pour objectif la réduction de la mortalité maternelle. C'est un monde qui est là pour accompagner les femmes sur ça qui vient pour ensemble avec santé sexuelle, santé reproductive, santé maternelle, santé néonatale, qui prend cas femmes depuis les fait former ça les ménages jusqu'à la ménopause, ça que nous relais en Haïti reté. S'agissant des hommes ou des femmes qui exercent ce métier, les deux s'appellent sages-femmes, précise la directrice exécutive, regrettant en même temps que la quantité disponible pour la population soit moins de 300 qui répondent obligatoirement aux critères pour exercer le métier. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. La plateforme politique Accord Caribé, en collaboration avec le Nouvel Ordre Patriotique Haïtien, NOPH, a publié un rapport critique pointant du doigt les performances jugées insuffisantes du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Dans ce document, les deux entités dénoncent une gestion qu'elles qualifient de déconnectée des réalités urgentes du pays. Écoutons les détails dans ce grand journal. Avant 90 jours, pour voir Fils-Aimé, il était venu là pour la sécurité, pour diminuer l'insécurité. Parce que l'insécurité, ça, il mange un pile monde, il fait un pile monde pauvre. Eh bien, pour bilan ça, 90 jours ça, nous n'avons pas rien fait. Au contraire, l'insécurité a augmenté. Il y a une extension, une augmentation de l'insécurité. Et ça nous plus développé en Haïti, c'est la corruption. 500 millions de dollars chaque année qu'on veut. 500 millions de dollars, comme ça, le café. Il a baillé tout le pays et route. Et il a une force de sécurité normale, même avec Saint-Domingue. Donc, ça quoi qu'on a nous dit. Fils-Aimé, il faut aller pour nous pouvoir bicéphale, nous pouvoir normal, nous pouvoir tenir compte de l'intérêt général, nous pouvoir tenir compte du bien commun. C'est ça nous voulons. Et ça quand nous-mêmes dans notre nouvelle politique haïtienne, nous-mêmes dans l'accord Caribé, nous voulons un pouvoir normal, un pouvoir enfin qui prend en compte le sort de la population. 90 jours après, aucune condition pas créée pour organiser l'élection en deux pays. 90 jours après, qui bilan pouvoir Alix Didier Fils-Aimé. Eh bien, nous constatons, depuis le ça, c'est massacre qui fait dans la Tibonite, c'est massacre qui fait dans Ségué, c'est commissariat qui perdu, plusieurs dizaines de familles qui courent, qui étaient caillots, qui étaient terres, qui étaient tout ça comme bien. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 7 mai 2026. Température pour aujourd'hui. La température maximale atteindra environ 64 degrés Fahrenheit, tandis que la température minimale descendra vers 45 degrés Fahrenheit. Le matin, possibilité de pluie faible ou d'averse, puis le ciel se dégagera pour offrir un après-midi ensoleillé. Le vent sera modéré, venant de l'ouest à environ 12-19 km par heure. Risque d'averse tôt le matin, environ 30 à 40%, devenant sec pour le reste de la journée. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude en air avec du style. Alexa, pour écouter Swag Radio 24h/24, passez la commande à Alexa. Alexa Open Swag Radio, Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, sans bavure, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook.
The place to be, c'est Brothers Café Créole pour la bonne cuisine haïtienne. Au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, Delicioso. Joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.